Ouais, c'est un peu la confluence de deux envies ou deux trouvailles, on va dire. On avait envie avec Maël de donner un prolongement à Notre-Mère la Guerre. En tout cas, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on avait du mal à quitter nos personnages de Notre-Mère la Guerre et qui sont morts. Donc, pour le coup, il y avait peu de chances qu'on puisse les retrouver. Mais se poser quand même la question de l'après, tout ce qu'on avait mis en place, comment tous nos personnages auraient vécu l'après-guerre, s'ils avaient survécu, pour une partie d'entre eux en tout cas. Et puis, de l'autre côté, il y avait une envie très forte chez Maël, notamment, on va dire, d'aborder l'Amérique, ses décors, ses personnages, ses lieux en général. Ce que j'avais moi aussi, on est tous les deux grands amateurs de littérature américaine, de musique américaine, etc. Et donc on en était là, mais sans voir vraiment le lien entre Notre-Mère la Guerre et l'Amérique, justement. Et c'est en allant à New York ensemble, où on était invités pour Notre-Mère la Guerre, il y a 4 ans, où tout simplement dans un guide du routard que je lisais dans l'avion, je suis tombé sur un lieu à visiter qui gardait encore les traces des attentats des indépendantistes portoricains en 1919 ou 20, quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, j'ai jamais entendu parler d'attentats d'indépendantistes portoricains sur le sol américain à New York voilà, dans ces années-là. Et on a commencé à fouiller un peu tout cet aspect mouvements sociaux, révolutionnaires, alors indépendantistes pour le coup finalement on s'en est éloigné, mais en tout cas tout ce qui agitait les États-Unis et l'Amérique centrale, ou l'Amérique latine en tout cas plus largement, dans ces années d'immédiat après-guerre. Et on s'est rendu compte que on connaît, on évoque toujours évidemment la révolution russe et les différents mouvements révolutionnaires européens dans les années d'immédiat après-guerre, enfin, notamment spartakistes en Allemagne par exemple, et on oublie que les États-Unis ont aussi été agités de soubresauts très très forts dans cette période-là, et que sans faire de l'histoire fiction, les États-Unis auraient très bien pu connaître aussi, si ce n'est une révolution bolchevique, en tout cas une sorte de mouvement social de très grande ampleur comme ça. Et on s'est posé la question de pourquoi ça n'avait pas pris aux États-Unis alors que toutes les conditions étaient tout autant réunies que dans d'autres pays européens. Donc voilà, c'est parti un peu sur ces envies assez vagues comme ça, et assez rapidement, on a un peu synthétisé la chose en disant qu'on allait faire notre mère la Révolution quelque part, après avoir travaillé et ausculté et raconté la guerre en profondeur et ce qu'elle fait aux hommes et aux femmes qui l'ont vécu. On a désiré aller voir ce que la Révolution fait aux hommes et aux femmes qui s'y engagent corps et bien. Voilà. Oui, c'était une façon aussi pour nous justement de faire le lien pour tous les lecteurs de Notre-Mère la Guerre. Et comme ils sont nombreux, on avait envie quand même de les garder aussi. Et plutôt que vraiment de partir dans un récit complètement différent, pour nous, il y avait une vraie logique. Ça vient de la guerre, hein, toute cette période vraiment 18, 19, 20, on va dire jusqu'en 1923, où le monde pense qu'il peut changer de base, justement. Ça vient vraiment de la Première Guerre mondiale, les conséquences de la Première Guerre mondiale. Donc on trouvait important de lier les deux. Et en même temps, on va pas se cacher, on s'est beaucoup cherché sur ce récit avec Maël, on a une façon de travailler comme ça, hein. Souvent on avance dans le récit un peu bille en tête sans trop savoir ce que nos personnages vont vivre, et c'est au fur et à mesure de nos lectures, de nos réflexions, de nos discussions, de aussi nos personnages qui prennent presque leur indépendance qu'on va bâtir l'histoire. Donc on s'est lancé un peu comme ça en sachant qu'on allait démarrer le premier jour de la paix, qui était vraiment voilà, une façon de marquer le prolongement avec notre mère la guerre, et comme nos personnages, on s'est cherché un peu sur ce qu'ils allaient vivre exactement à ce moment-là. Donc finalement, on traîne entre guillemets plus longtemps que prévu sur cette période-là où ils sont encore dans la guerre, hein, et la moitié de l'album quasiment avant qu'ils partent réellement vers les États-Unis. Mais c'est aussi parce que nous, auteurs, on cherchait la destinée de nos personnages. Alors c'est le bon et le moins bon de notre façon de travailler à Maël. C'est jamais cadré, c'est jamais très précis. Techniquement, quelque part, voilà, c'est brouillon comme la vie l'est, tout simplement. Mais à l'arrivée, ça fait des trajectoires de personnages qui sont peut-être plus réelles, plus justes, plus sincères, plus profondes que quelque chose qui serait très travaillé, dont les scénaristes auraient tiré les fils des marionnettes. On est autant un peu les marionnettes de nos personnages que l'inverse. Donc, du coup, ça nous plaît. Voilà, comme ça. Et puis, on espère qu'on finira toujours par retomber sur nos pieds, ce qui est le cas pour le tome 1.
de Notre Mère Laguerre, en réalité, alors assez peu de gens l'ont vu, mais c'est vrai que c'est un récit où à la fois le rôle des femmes est ténu, et il est même réduit un peu à chair à tueur en série, on va dire, pendant presque 3 albums complets, avant qu'on se rende compte que justement ces femmes avaient une importance, qu'elles ne sont pas tuées non plus un peu par hasard, et que ça sous-tend beaucoup le récit. Mais elles ne sont pas mises en avant tant que ça en tant que telles, elles n'existent pas énormément, sauf la compagne du gendarme Vialat, mais vraiment au dernier album. Et c'est vrai qu'on avait envie vraiment d'aller vers un personnage féminin fort, qui posait aussi graphiquement problème à Maëlle, parce qu'il a un dessin qui est particulier, Maëlle, qui montre aussi la vie dure telle qu'elle est au quotidien, et faire une belle héroïne, passionnariat, etc. et tout ça, pouvait être compliqué. En même temps, on pouvait très bien aller. Il y en a marre de la belle héroïne, justement. On n'a pas besoin d'être belle pour être révolutionnaire, évidemment. Ça n'empêche qu'on avait envie quand même d'un personnage qui était jeune, qui portait tout un élan, parce qu'en réalité, le récit va traverser quand même pas mal d'années. Et c'est vrai qu'on voulait absolument un personnage féminin fort, donc il va prendre place au sein de ce duo qui va donc devenir un trio, à la fois amoureux et révolutionnaire, de Max et Julien, ces deux jeunes vétérans de la Grande Guerre, et elle, cette jeune passionnariat de la révolution mexicaine. Et ça nous intéresse surtout de voir comment l'amour peut naître d'un engagement révolutionnaire commun, et comment cet amour peut justement survivre ou pas à ses convictions et cet engagement total dans la révolution. On sait très bien ce que c'est que si tout d'un coup les opinions divergent, comment l'histoire d'amour peut survivre à ça. Et ça peut même aller bien plus loin que ce qu'on imagine, mais là je ne vais pas en dire plus. Et c'est évidemment parfois dramatique également, parfois aussi extrêmement beau, souvent les deux. Ouais, John Reed est très important. Il y a une filiation entre différents grands personnages. Jack London, qui est le premier, on va dire, qui est à la fois écrivain et journaliste très engagé, hein. London a publié un certain nombre de reportages très anticapitalistes, ou en tout cas qui décrivaient vraiment la misère de la société capitaliste, notamment en Angleterre, où il est allé faire un reportage vraiment en immersion dans les bas-fonds là-bas, etc. Et ensuite, pour moi, on a Kessel et John Reed. Alors Kessel, qui est notre devenir au long terme chez nous français, mais qui vient aussi de la Grande Guerre, pour le coup. Kessel était notamment en Russie, hein, lorsqu'il a fallu aller combattre les révolutionnaires, les rouges justement. Kessel a été en Sibérie à ce moment-là. Et John Reed, lui, malheureusement, est mort très tôt dans les années 20, mais a une espèce de trajectoire de météore comme ça, de jeune journaliste qui vient plutôt d'un milieu bourgeois, lui, hein, contrairement à London, mais qui va découvrir en arrivant à New York justement la misère aussi que peut-être tous ces bas-fonds des grandes villes industrielles à ce moment-là. Et son premier fait de gloire à John Reed va être un reportage pendant la Révolution mexicaine, justement, où il manque de mourir 15 fois, mais où il ramène un reportage de l'intérieur absolument extraordinaire qui assure son premier succès. Et ensuite, on va l'envoyer donc dans la Première Guerre mondiale, sur le front européen. Donc il va être éjecté assez rapidement parce que justement, il a des convictions de plus en plus ancrées, très à gauche, même plutôt à l'extrême gauche, révolutionnaire, et notamment le gouvernement français n'en voudra plus dans les tranchées. Donc finalement, il va juste pouvoir faire un reportage sur les Balkans dans la Première Guerre mondiale, mais surtout, encore une fois, revenu aux États-Unis, il va devenir un des leaders, et sans doute un des leaders intellectuels du mouvement révolutionnaire, des différents mouvements révolutionnaires américains, le Parti communiste notamment, on l'oublie, mais il y avait un Parti communiste américain très fort, il y a les anarchistes aussi, etc. Il va participer à différents grands mouvements sociaux des années 18, 19, 20, et avant de devenir l'envoyé spécial du Parti communiste américain à Moscou, hein, pour en devenir vraiment oui, ce représentant américain de la Troisième Internationale. Et donc il va avoir la vie de tout révolutionnaire clandestin, hein. Il va être jeté en prison, hein, notamment en Finlande, etc. Et il va surtout en profiter pour sortir un livre qui est marquant, qui s'appelle 10 jours qui ébranlèrent le monde. Et ce livre raconte la révolution russe de l'intérieur comme personne. Alors malheureusement pour nous, il va mourir assez rapidement hein, des suites d'une maladie contractée dans toutes ces conditions terribles de ces années 19-20. Donc il ne va pas avoir une grande postérité à son œuvre, sauf ce fameux livre 10 jours qui ébranlèrent le monde, qui reste un des grands classiques du reportage révolutionnaire de l'intérieur. Donc voilà, il nous intéresse parce que Julien, un de nos personnages, peut avoir ce parcours-là, lui non pas par l'écrit mais par la photographie,
qui est aussi un reportage de guerre et est en plein développement à ce moment-là, et va avoir une trajectoire comme ça d'un jeune type de bonne famille, bien né, très idéaliste, et qui va s'engager en révolution, oui, par pur idéal, et qui va être soumis, comme John Reed l'a été, ben, à la réalité d'une révolution en cours. Oui, oui, bien sûr. Depuis, ça fait 4 ans quand même qu'on est dessus, du coup. Donc on regarde tout ce que le cinéma a produit dessus. Sur la Révolution mexicaine, hein, il y a un certain nombre de films. Il y a évidemment Il était une fois la Révolution. Il y a l'histoire de John Reed, hein, qui s'appelle Red, qui a aussi été mis en film dans les années 80, si je dis pas de bêtises. Et puis, bon, les documentaires qu'on peut trouver sur cette période-là, qui là pour le coup sont pas si importants que ça, mais tout de même il y a un minimum de choses. Après, c'est surtout de la littérature, notamment de reportage, encore une fois. Il y a un certain nombre d'auteurs qui ont travaillé là-dessus. Alors, il y a surtout des trajectoires de personnages. Il y a Arthur Cravan, par exemple, qui est poète, euh, anglo-français, qui navigue dans toute l'Europe de la Première Guerre mondiale pour éviter d'être mobilisé dans tel ou tel pays, pour surtout échapper à la guerre, qui finalement va atterrir aux États-Unis, alors qu'il est boxeur aussi. Enfin, il organise des performances artistiques qui sont des matchs de boxe. Le type a une revue dont il est l'unique rédacteur et qui est presque du surréalisme avant l'heure, qui est absolument extraordinaire, dans le Paris des années 1910-1914. Et il va finir par tomber amoureux d'une poète américaine, Mina Loy, et partir au Mexique, s'engager aussi dans la Révolution et disparaître corps et bien, hein. On n'a jamais su exactement ce qu'était devenu Arthur Craval. Donc ce sont des personnages comme ça, qui mixés à d'autres, alors là c'est un autre personnage qui s'appelle Traven, celui-ci, d'où notre personnage, un de nos personnages secondaires qui va s'appeler Craven, qui est ce mix entre Arthur Cravan, ce poète boxeur, et Traven, qui lui est un révolutionnaire allemand. On n'a jamais su, il a 35 identités possibles. Il est connu pour avoir écrit Le Trésor de la Sierra Madre, adapté par John Huston, et être venu sur le tournage sous couvert d'être l'agent de Traven, et de suivre le tournage pendant des semaines, et en réalité c'était le vrai Traven et non pas son agent qui était là. Donc ce type a passé son temps à brouiller les pistes, à écrire des romans très engagés, notamment sur la Révolution mexicaine, à multiplier les identités possibles. On n'est même pas sûr de sa date de naissance ni de son état civil réel. Donc voilà, c'est tout ce genre de personnages dont les biographies nous inspirent là beaucoup nos propres personnages à nous. Oui, ça c'était une volonté. Alors j'aime bien hein, le côté des hommes un peu broyés par la machine, quoi qu'ils fassent, je trouve intéressant à raconter parce que c'est quand même principalement le cas. Hein, dans la vie de tous les jours, faut pas se leurrer, on est assez peu décisionnaire de toute notre vie dans ses moindres détails. Et là, d'avoir des personnages qui, de toute façon, vu d'où ils sortent, ça peut jamais être pire. Ils n'ont plus peur grand chose. Mourir, ils auraient déjà dû mourir 150 fois, donc quelque part, ils ont dépassé ce cap-là. Et donc, se compromettre, avoir peur d'une mauvaise décision ou autre, c'est tellement plus dans le logiciel, ils atteignent peut-être une liberté que, que auront assez peu de personnes ou qui durera peut-être pas dans le temps, puisque peut-être après ces gens-là vont avoir une famille et commencer à avoir un travail et à nouveau retomber dans une vie plus quotidienne. Mais au moment vraiment où la guerre s'arrête, ils sont pas encore revenus dans une vie quotidienne et tout d'un coup ils sont libres comme ils l'ont jamais été, et en tout cas certainement pas depuis 4 ans. Donc ils vont en profiter au maximum et jusqu'à finalement aller très très loin dans l'engagement. Mais leur engagement en réalité est une espèce de soif absolue, oui, de libre arbitre, ouais, certainement. Ouais. Non, là, avec Maël, c'est sûr qu'on s'est trouvé une sorte de couple artistique qui fonctionne parfaitement bien. Mon écriture est très adaptée, enfin mon écriture est très adaptée. En réalité, j'écris pour Maël. Vraiment, j'écris pas du tout pour Maël comme j'écris d'autres scénarios. C'est beaucoup plus libre. C'est pas du tout un découpage case par case. Ce sont des scènes que je raconte. Parfois, je fais vraiment de la littérature où j'essaye avant tout de lui faire ressentir ce que vivent nos personnages, l'atmosphère d'un moment, d'une action, etc. Et tout ça. Et lui, à ce moment-là, s'en empare et va vraiment ressortir un découpage, une mise en scène qui passe effectivement par la couleur, par plein de choses, et
qui montre à travers le dessin, ou qui fait ressentir là aussi, surtout à travers le dessin, toute l'intériorité des personnages qu'ils sont en train de vivre. Et ça, c'est pas donné quand même à tous les dessinateurs d'être capables de sortir ça. Son dessin est pas facile, il y a des gens qui, des premiers abords, ne rentrent pas facilement dans le dessin de Maël, et pourtant, sans lui, jamais je pourrais faire ressortir ce qu'on a fait ressentir, pardon, ce qu'on a fait ressentir dans Notre Mère la Guerre, et ce que j'espère on va faire ressentir au lecteur dans Notre Amérique. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le paroxysme en général, et donc évidemment la guerre est une situation paroxystique au plus haut point. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle met les hommes à nu. Voilà, dans tout ce qu'ils sont, au plus profond d'eux-mêmes, sans artifice souvent, et parfois l'espace de quelques minutes, hein, c'est pas obligatoirement toute une période de 4 ans. Des soldats qui ont débarqué le 6 juin 1944 à Omaha Beach, ils sont peut-être restés, pour ceux qui ont survécu, 3-4 heures sur cette plage à tout casser, et toute leur vie, ils ont été et ils seront à jamais ceux qui ont débarqué le 6 juin 44 à Omaha Beach. Toute leur vie a été conditionnée par ça. Ils sont nés là, c'est évident. Et ça me fascine le fait que quelques heures dans une vie, parfois, et c'est le cas, il n'y a qu'une bataille quelque part qui peut donner ça, une telle situation détermine tout va devenir. Si on ramène ça à d'autres situations, on est au mois de novembre, voilà, il y a un an, il y avait les fameux attentats de Paris, du Bataclan. Des survivants du Bataclan, par exemple, c'est évident, non seulement qu'il y a un avant et un après, mais que tout le reste de leur vie, ils resteront des survivants du Bataclan. C'est presque évident, et ça va énormément influer sur leur vie, sur leur psyché, sur leur rapport avec les autres, sur la façon dont on les regarde, etc. Donc c'est ça qui m'intéresse dans la guerre. Et après, j'ai une proximité familiale avec la guerre, puisque tous mes aïeux, mes oncles, etc., ont participé à tous les grands conflits du XXe siècle, hein, et de façon très engagée pour le coup. Donc j'ai été baigné dans cette mémoire familiale-là propre à la guerre, et je l'ai aussi découvert, toute proportion gardée, quand j'avais 14 ans en Irlande du Nord, qui connaissait à ce moment-là, quand je suis parti à Belfast en 1987, et Belfast en 87, c'est une atmosphère de guerre civile permanente. On s'en rend assez peu compte aujourd'hui ou même à l'époque, mais quand on était plongé dedans, on s'en rendait très bien compte. Et tout d'un coup, on voit à 14 ans, on prend en pleine figure ce que peut faire une atmosphère de guerre civile, ce qu'est une atmosphère de guerre civile, la grandeur des gens dans ces moments-là, ou au contraire la petitesse dont sont capables d'autres. Et encore une fois, ça vous met les sentiments à nu, et ça vous bouge presque définitivement. Arrêtez d'être plus le même avant et après. Donc je vois bien, j'ai ça à l'intérieur qui tourne en permanence. Ça et le rapport à l'adolescence souvent, qui est aussi la période où on prend, où on ressent les choses presque sans filtre, on va dire, le plus fortement possible, le plus à nu possible, avant que petit à petit l'adulte ne construise plein de barricades et de justifications et plein de choses qui vous permettent de vous insérer ou de vivre une vie, on va dire, avec ces milliards d'êtres humains qu'on a autour de nous. À l'adolescence, on s'en cogne un peu plus de... Enfin, à la fois, on est ultra perméable au monde extérieur et on est capable de s'en moquer totalement. Donc, c'est vrai que les deux, si on regarde, quasiment tous mes récits sont traversés par ce rapport à l'enfance ou à l'adolescence, et le rapport à la guerre ou à la violence. Ouais. Oui, pour nous, c'était extrêmement actuel. Je suis persuadé, et les événements qu'on vit depuis quelques années nous montrent, hein. Enfin, à un moment ou à un autre, il va se passer quelque chose, il ne faut pas se leurrer. Quand justement on travaille beaucoup l'histoire, une révolution, elle tombe jamais comme ça nulle part, hein. Il y a énormément de signes avant-coureurs, parfois très souterrains, mais qui, avec le recul du temps, nous permettent de dire en réalité ça a commencé déjà là, où voilà. Aujourd'hui on y est, hein. Ça, indéniablement, depuis une bonne dizaine d'années minimum, on y est. Qu'est-ce que ça va donner, je n'en sais rien, et pour l'instant c'est plus inquiétant qu'enthousiasmant pour plein de choses. Mais quand on a décidé de démarrer notre Amérique, la question se posait avant tout de la Révolution. On a même failli travailler sur la Révolution française en réalité. Sauf que Maël ne voulait pas aller sur quelque chose qui était trop lointain dans le temps, presque trop en costume. Il était vraiment quand même, comment on va dire, il voulait pas vraiment quitter attaché au XXe siècle, en tout cas, il était très attaché à ça. Donc on est venu sur cette période plutôt de la Première Guerre mondiale, et encore une fois, qui était un prolongement plus logique à Notre Mère la Guerre. Mais l'idée de parler de la Révolution,
Et encore une fois, de ce qu'elle fait aux hommes qui s'y engagent, aux hommes et aux femmes qui s'y engagent, c'est le cœur du sujet. Et pour moi, c'est un peu plus actuel parce que, oui, les sociétés s'endorment, mais en réalité, ce sont des géants endormis, hein. Là, on sent bien que ça se réveille de partout. Mais encore une fois, vers quoi on va, je ne sais pas trop. Donc je pense que, et j'espère que notre Amérique prendra sa place dans le débat des années qu'on vit aujourd'hui.